Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une annonce OpenAI qui fait pas mal de bruit. Codex. C'est leur nouvel agent IA, spécialement conçu pour le développement logiciel. Bonjour, oui, on va regarder ça de plus près en se basant sur ce qu'ils ont annoncé. L'idée, c'est de voir ce que c'est vraiment ce codex. Exactement. Comprendre en quoi il est différent des outils qu'on connaît déjà, et puis, qu'est-ce que ça change pour les devs au jour le jour. C'est ça, parce que bon, au-delà de l'annonce, faut voir comment ça s'intègre, quoi. Et surtout la différence avec, par exemple, GitHub Copilot, qui commence à être bien installé. Justement, la première chose qui ressort, c'est cette promesse d'aller plus loin que la simple suggestion de code. On n'est plus juste dans l'autocomplétion ligne par ligne, et c'est ça. Absolument. La doc dit bien que Codex est fait pour gérer des missions complètes, des tâches qui peuvent s'étaler sur plusieurs étapes, parfois jusqu'à 30 minutes, hein. Ah oui, quand même. Oui, ça peut être ajouter une petite fonctionnalité, réfactoriser un composant. Ça demande du coup une compréhension beaucoup plus fine du contexte du projet, pas juste le fichier ouvert. Et cette capacité d'analyse plus large, ça vient d'où techniquement? On parle du modèle Codex 1, basé sur le moteur O3 d'OpenAI. Ça change quoi concrètement, ce moteur O3? Alors, O3, c'est une génération de modèles avec, disons, des capacités de raisonnement plus poussées. Codex 1 en est une variante spécialisée. Là où les anciens modèles étaient bons pour générer la suite la plus probable, O3 peut mieux suivre des instructions complexes, garder une mémoire sur plusieurs étapes, comprendre la logique dans une base de code. Mhm. C'est ce raisonnement, en fait, qui lui permet de passer d'assistant à exécutant de tâches. Intéressant. Alors, comment on interagit avec Codex? Ça se passe dans ChatGPT, c'est ça? Via la barre latérale. Oui, c'est ça. Et on peut lui demander pas mal de trucs, j'ai vu, écrire une fonction, débugger, lancer des tests, même préparer une pull request. Ça couvre une bonne partie du cycle de dev. Oui. Et un point super important, c'est l'environnement où Codex va bosser. Chaque mission tourne dans un conteneur cloud isolé, sécurisé. C'est comme un clone temporaire du poste du dev, avec le code du projet dedans. Isolé et sécurisé. Ça veut dire qu'il ne peut pas, par exemple, aller chercher des dépendances sur le net ou toucher à d'autres ressources pendant qu'il travaille. Précisément, OpenAI insiste là-dessus, pas d'accès à Internet pendant l'exécution. C'est d'abord pour la sécurité, l'IA peut pas sortir des données ou ramener du code bizarre, et puis pour la cohérence, il bosse qu'avec ce qu'on lui donne. D'accord. Et pour qu'il comprenne bien les règles d'un projet spécifique, il y a ce fichier ageas.md. C'est quoi exactement? Une liste d'instructions. C'est un peu plus. Ce fichier qu'on met à la racine du projet permet de lui dire, voilà nos standards de codage, nos conventions de nommage, les bibliothèques qu'on préfère, le type de test qu'on veut. Ah, d'accord. C'est un moyen de lui transmettre un peu la culture technique du projet, de l'équipe. Ça le rend moins générique, plus adapté aux règles locales. Ça a l'air puissant, mais ce fichier agence.md, est-ce qu'il risque pas de devenir lui-même un truc compliqué à gérer? Ou que l'IA interprète mal des instructions un peu subtiles? Excellente question. Oui, ça demandera de la rigueur de le maintenir à jour, et bien sûr, il y a toujours un risque d'interprétation. C'est là qu'intervient un autre point crucial qu'OpenAI souligne, la revue humaine. Indispensable. Ah, les fameux silent failures, les erreurs discrètes. Exactement. Même si Codex peut générer des logs, lancer des tests, il peut introduire des bugs très fins, des failles de sécu pas évidentes, des soucis de perf, des erreurs logiques qui sortent que dans certains cas. Le code qu'il produit doit absolument être relu, validé par un humain. La responsabilité finale, elle reste humaine. Logique. Côté pratique alors, qui peut l'utiliser là maintenant? Et ça coûte combien? Bientôt pour les comptes Plus et Edu, il y a une période d'essai gratuite et après, ce sera une tarification flexible basée sur l'usage. Probablement pour couvrir les coûts de calcul qui doivent pas être négligeables pour ces missions longues. D'accord, donc si on résume, Codex c'est un peu un collègue virtuel plus autonome qu'avant. Il peut s'adapter au projet avec agents, prendre des tâches complexes, c'est ça? Mais ça reste un outil. Il faut un humain pour vérifier derrière. Tout à fait. Ça s'inscrit vraiment dans cette idée d'IA comme augmentation de la productivité. Le but, c'est pas de remplacer les développeurs, mais de les aider sur des tâches répétitives, chronophages, parfois un peu pénibles, quoi. Pour qu'il puisse se concentrer sur autre chose. Exactement. Libérer du temps et de la charge mentale pour l'architecture, l'innovation, les problèmes vraiment complexes qui demandent de la créativité, du jugement.
Une redistribution vers la valeur ajoutée humaine, en somme. C'est l'idée affichée. Et ça ouvre une réflexion intéressante pour la suite, hein. Maintenant que l'IA peut comprendre le contexte via un fichier et exécuter des tâches de façon autonome, quelle est la prochaine étape? Hmm. Est-ce qu'on pourrait imaginer une IA qui participe plus à la conception, qui pourrait, je sais pas, proposer et argumenter des choix techniques dans l'équipe et pas juste exécuter? Ça pose question.